Donc on va corriger l'exercice 3. Donc cet exercice c'est sur une propulsion par réaction d'une sonde spatiale. Première question, on nous demandait de donner l'expression de la quantité de mouvement P1 de l'atome éjecté. Donc effectivement, on nous expliquait que cette sonde, elle est dans un référentiel noté R et elle est initialement immobile dans une région de l'espace éloignée de tout astre. Et on nous disait que cette sonde, donc elle a au départ une certaine masse qu'on appelle ms et qu'on étudiait l'éjection, donc comme il va y avoir une propulsion par réaction, cette propulsion elle va se faire parce qu'on va éjecter quelque chose. Donc ce qu'on éjectait là c'était un atome de xénon. Donc on suppose qu'ensuite on va en éjecter plus qu'un atome, hein. Mais bon, au départ, nous, on s'intéresse juste à l'éjection d'un seul atome de xénon. Donc, le xénon va avoir une vitesse dirigée dans un sens, et donc, puisque c'est une propulsion par réaction, la sonde, elle va partir dans l'autre sens. Donc, l'atome avec une vitesse VB et la sonde avec une vitesse VS. Donc, on connaissait la masse de la sonde au départ, quand elle avait l'atome, quand elle a encore tous les atomes, donc avant, on appelait sa masse ms. Et puis après l'éjection, la sonde, elle a une masse qui vaut ms moins m, avec m qui est la masse d'un des atomes. Donc effectivement, elle a perdu cet atome, donc elle a sa masse en moins. Donc il faut donner l'expression de la quantité de mouvement, P1, de l'atome éjecté. Donc pour la première question, on sait que la définition de la quantité de mouvement, c'est P est égal à mv. Donc on veut la quantité de mouvement de l'atome, donc ça va être sa masse, m, multipliée par la vitesse de l'atome, vb. On va faire la même chose pour la sonde. Donc P2, ce sera la masse de la sonde après l'éjection, donc ms moins m, multiplié par la vitesse de la sonde, vs. On vous disait ensuite, dans la situation étudiée, justifier la conservation de quantité de mouvement du système, sonde et atome. Donc c'est un exercice classique de propulsion par réaction où on va avoir une conservation de quantité de mouvement du système, mais là il faut la justifier, il faut expliquer pourquoi. Donc il fallait bien regarder ce qui était mis dans l'énoncé. Au niveau de l'énoncé, on nous disait que la sonde, elle est initialement immobile. Donc si elle est immobile, ça veut dire que sa quantité de mouvement au départ, elle est égale à 0. C'est immobile, donc c'est la quantité de mouvement de la sonde dans laquelle on a au départ l'atome. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? On disait également que tout ça se passe dans une région de l'espace éloigné de tout astre. Donc si on est dans une région éloignée de tout astre, qu'est-ce que ça suppose? Ça suppose que ça va être soumis à aucune force, donc on va avoir un système qui est isolé. Je rappelle que de toute façon, à chaque fois qu'on fait des exercices sur de la propulsion par réaction, on étudiera toujours soit un système isolé, soit un système pseudo-isolé, et là, fallait le justifier en venant chercher l'indice dans le texte qui pouvait nous prouver que c'était isolé. Donc c'est parce que c'est éloigné de tout astre. Donc le fait que c'est isolé, ou que c'est un système isolé ou pseudo-isolé pour les cas généraux, alors qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que la quantité de mouvement au départ est égale à la quantité de mouvement à la fin. On vient, nous, de calculer la quantité de mouvement du départ. Comme c'était immobile au départ, ça valait 0. Et la quantité de mouvement à la fin de notre système, quand l'atome est sorti, je rappelle que les quantités de mouvement, c'est la quantité de mouvement du tout, mais à la fin, c'est la quantité de mouvement de la sonde plus la quantité de mouvement de l'atome. Donc on va pouvoir écrire que celle de la fin, c'est P1 plus P2, et puis celle du départ, c'est le 0 qu'on a trouvé. Donc à partir de là, voilà, on a une relation entre P1 et P2. Donc on a démontré cette expression-là. Voilà, il ne faut pas la démontrer rapidement avec un tour de passe-passe. Voilà, il fallait vraiment venir sur le terme immobile et isolé pour pouvoir la démontrer. Donc ensuite, il fallait en déduire. Donc c'est une déduction à partir de ce qu'on a trouvé avant. L'expression de VS en fonction de VB, MS et M. Qu'est-ce qu'on a fait? On a tout simplement remplacé P1 par son expression et P2 par son expression. Donc quand on les remplace, on a MVB plus MS moins MVS égale à 0. Mais attention, quand on voit le schéma, on voit que VS et VB sont de sens contraire. Donc on va mettre un signe moins ici. Donc ça nous donnait MVB moins MS moins MVS est égal à 0.
Donc on pouvait en déduire l'expression de Vs. On vous demandait en question 1, 3, 4 de la calculer, donc il suffit de remplacer par les valeurs. Donc quand on remplaçait par les valeurs, on avait la masse de l'atome, la vitesse de l'atome et puis la masse de la sonde. On trouvait donc une valeur de 3,7 10 puissance 24. Ensuite, dernière question, on vous disait qu'en réalité, le moteur, il éjectait en continu une grande quantité d'atomes de xénon. Il ne va pas en éjecter un seul. Et plus précisément, on nous disait qu'il consommait 3,3 mg de xénon par seconde. Donc en une seconde, il consomme 3,3 mg de xénon. On vous disait que la sonde, elle a une réserve de 450 kg. Il fallait indiquer pendant combien d'années le moteur ionique pourrait fonctionner. Alors, on voit que 3,3 mg en une seconde. On nous demande quelle est la durée pour 450 kg. Il suffisait de faire un tableau en croix. Il fallait faire attention juste aux unités. Donc, milligramme, on le ramenait en grammes. Et puis, kilogramme, pareil, on l'amenait en grammes. Et on trouvait une valeur de 1,4 10 puissance 8 secondes qu'on peut convertir en années. Donc, dans une année, on a 365 jours. Dans un jour, 24 heures. Dans une heure, 60 minutes. Dans une minute, 60 secondes. Donc, il fallait diviser par tout ça. Et donc, on trouvait le résultat de 4,3 ans. Donc, dans cet exercice sur la propulsion ionique, on nous disait que les ions xénon X+, de masse M, pénètrent dans une chambre d'accélération A avec une vitesse nulle. Et une tension électrique est appliquée, si bien qu'on a un champ électrique. Donc, étant donné qu'on a un champ électrique, on sait que les ions, ils vont être soumis à une force électrique qui vaut F est égale à Q fois E. La charge de nos ions, elle était positive, elle valait plus E, donc on peut remplacer par plus E selon le vecteur U. Donc la force et E sont dirigés dans le même sens, la force électrique, elle était dirigée dans ce sens-là. En première question, on voulait le travail justement de cette force électrique. Donc le travail d'une force électrique, sa définition sur le chemin AB, c'est égal à cette force multipliée par la distance multipliée par le cosinus de l'angle justement entre la force et la distance. Or, qu'est-ce que j'observe? J'observe que la force est horizontale dans ce sens, la distance pareil, elle est horizontale dans ce sens, ce qui fait que le cosinus il va être égal à 1. Donc ce sera tout simplement F fois AB. F, on sait que ça vaut petit e fois grand E. Et AB, bah c'est quoi? Ici, on voyait que c'était la distance qui était appelée distance D. On nous donnait aussi l'expression de E, qui est à connaître. De toute façon, E, c'est égal à U sur D. Et on constatait qu'on pouvait... C'est un fois ici. Donc, on constatait qu'on pouvait simplifier les D. Donc, on trouvait que le travail de la force, c'était E fois U. On vous disait en question 1, 2, 3 que la variation d'énergie cinétique entre B et A, justement, elle est égale à quoi? Elle est égale au travail de la force électrique. Donc, elle va être égale, on vient de le calculer, le travail de la force électrique. Elle est égale à E fois U. Or, je sais que l'expression d'une énergie cinétique, c'est 1/2 de mv carré. Et la vitesse en A, il était indiqué qu'elle était nulle. Ce qui veut dire que ici, 1/2 de m fois une vitesse au carré qui vaut 0, on obtenait 0. ECB, ce sera égal à 1/2 de mvb au carré. Donc on en déduisait que 1/2 de mvb au carré est égal à E fois I. Donc vb est égal à 2EI, EU sur m, tout ça racine. En 1, 2, 3, il fallait calculer la valeur, donc il suffisait de remplacer par les valeurs. 2 fois 1,6 10 puissance moins 19, la charge, multipliée par la tension, 300, et divisé par la masse de notre atome, 2,18 10 puissance moins 25. Le tout à la racine, on obtenait le résultat de 2,10 10 puissance 4 mètres par seconde. L'exercice 3, on vous disait qu'un grêlon de masse m égale à 13 grammes chute depuis la position A sans vitesse initiale. Et au point O, ici, on considère que l'énergie potentielle, elle vaut 0. Donc, on prend celle-là comme origine des énergies potentielles. En première question, on vous demande de calculer l'énergie
Donc j'ai fait juste une erreur sur les questions. 1, la 2, la 3 et la 4. Calculer l'énergie mécanique du grêlon au début de sa chute. Donc la définition de l'énergie, la formule de l'énergie mécanique, c'est que En est égal à EC plus EP. EC, c'est 1/2 de mv carré. Et donc c'est au point A. Et EP, c'est mgza. Sauf qu'on nous disait qu'il était parti en position A sans vitesse initiale, donc toute cette partie-là vaut 0. Donc c'est mg et za, c'est le z du A qui vaut h, justement. Donc on trouve que ça fait mgh. Il fallait la calculer, on avait toutes les données. La masse 13 qu'il faut ramener en kilogrammes, 10 puissance moins 3, fois g 9,81, fois h 1500 mètres. Donc voilà ce que nous affiche la calculatrice, sauf qu'au niveau des données, la masse elle a que trois chiffres significatifs, c'était 13,0. Donc on va garder 3 chiffres significatifs, puisque là aussi on en avait 3 ou plus. Donc ça nous donne la valeur de 191 joules. En deuxième question, on vous disait qu'on suppose que le grêlon n'est soumis à aucun frottement. Il fallait déterminer la vitesse atteinte par le grêlon en B. Donc on cherche la vitesse ici, il n'y a pas de frottement. Donc d'après le théorème de l'énergie, donc c'est important qu'on vous dise qu'il n'y a pas de frottement. Donc d'après le théorème de l'énergie mécanique, qu'est-ce qu'on sait? On sait que delta EM est égal à 0, où EM se conserve. Donc le EM en A sera égal au EM en B. EM en A, on vient de le calculer. Là, on l'avait calculé, hein, c'était EM en A, avec 1/2 de mva carré plus mgza. Donc on a trouvé que c'était mgh. Maintenant, on va calculer le mvb. Alors, quand la balle, elle arrive, elle va toucher le sol avec une certaine vitesse, et d'ailleurs, c'est ce qu'on cherche. Donc, 1/2 de mvb au carré. Par contre, au niveau des sols, rappelez-vous, on a dit tout à l'heure que l'énergie potentielle, elle vaut 0. C'est normal, on a choisi ici le z qui est égal à 0, donc plus 0. J'ai les m qui se simplifient, donc on en déduit que vb est égal à racine de 2gh. En réalité, le grêlon touche le sol avec une vitesse de 160 mètres secondes. Il fallait expliquer cette différence. Cette différence, elle y a des frottements qui retiennent le grêlon. Le grêlon, il tombe, et là, on a des frottements dans le sens contraire. On nous disait, à partir de l'énergie mécanique, en déduire la valeur la valeur F des forces de frottement. Donc, on va écrire le théorème de l'énergie mécanique. Donc, on nous disait que le grêlon, il touche le sol avec une vitesse de 160 et pas de 171 mètres par seconde. Il fallait expliquer la différence avec le calcul précédent. Ça pouvait s'expliquer tout simplement parce qu'il y a des frottements qui vont retenir le grêlon, qui fait qu'il va tomber moins vite. À partir justement du théorème de l'énergie mécanique, il fallait en déduire la valeur F de ces forces de frottement. Donc, quand il y a des forces de frottement le théorème de l'énergie mécanique nous dit que la différence d'énergie mécanique est égale au travail des forces de frottement. Donc la différence, c'est la variation entre EMB et EMA, qui est égale aux forces de frottement sur la distance AB. Les frottements, ils sont résistants, ils sont dans le sens contraire de AB, donc on va mettre moins F, et puis AB, c'est cette distance-là, H, donc voici l'expression qu'on obtient quand on remplace EMB par son expression et EMA par son expression qu'on avait trouvée tout à l'heure. Donc, en sortant de tout ça, F, on trouve que F, c'est égal à mgh moins 1/2 de mvb au carré, le tout divisé par h, et en remplaçant par les valeurs, on trouvait 1,27, 10 puissance moins 1 newton. On avait en dernière question une question de cours. On vous demande de donner l'expression du travail du poids d'un objet qui se déplace de A vers B. Donc je rappelle que le travail du poids, c'est égal à mgza moins zb. C'est toujours le travail d'un poids de A vers B, c'est mg de za, point de départ, moins zb, point d'arrivée.